Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Une nuit ne suffira sans doute pas à régler toutes les questions qui se posent autour de la guerre et de la justice. D'ailleurs, pour commencer, ce terme de justice de guerre, le droit et la guerre, est-ce qu'on n'est pas là face à l'un des plus beaux oxymores de la langue française? Pas seulement la langue française, mais il est vrai que euh, la guerre est le moment où les formes traditionnelles, je dirais le droit applicable, cesse d'être appliqué et cède la place à la violence. Je tiens d'ailleurs à dire, avant toute chose, que je suis tout à fait sensible aux efforts des juristes ukrainiens que la guerre d'agression menée par les Russes contre le peuple ukrainien rencontre le courage et ce qu'on aurait appelé en latin la vertu des Ukrainiens, saluons-les, mais le sentiment que viendra l'heure du droit et qu'on jugera les criminels de guerre ou contre l'humanité, euh, c'est très très important que les juristes ukrainiens et plus généralement les juristes internationaux s'en préoccupent maintenant. C'est très important. Et donc je tiens à rendre hommage et à saluer aussi les efforts qui sont conduits pour collecter les preuves. Parce que, vous savez, euh, sans preuve, pas de poursuite. Tous les participants qui sont là ce soir seront sensibles à ces mots, Robert Badinter. S'agissant donc de cette guerre menée par les Russes en Ukraine, il y a une question finalement que tout le monde se pose. Vladimir Poutine sera-t-il jugé un jour? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous avez les leçons de l'histoire euh, qui sont là. Euh, on juge les dictateurs une fois qu'ils sont tombés. Staline, maître à penser, au Kremlin jadis, mais inspirateur de toute une doctrine, Staline disait toujours, en ricanant derrière ses moustaches, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça n'est pas faux. Mais pour autant, elle est nécessaire, cette Et justice. dans le cas de Poutine, euh, je pense que ce n'est pas sur l'histoire qu'il faut compter. Mais l'histoire, elle, nous enseigne que les dictateurs en fonction, les dictateurs au pouvoir, ne sont pas jugés. Il faut qu'ils tombent d'abord, ou que leurs folles entreprises criminelles, souvent, euh, connaissent un échec, euh, qui soit renversé ou que la guerre qu'ils ont lancée se retourne contre le pays même, qui a suivi le dictateur pour que celui-ci soit jugé. Ça veut dire quoi? On ne juge pas les vainqueurs. Ça veut dire qu'il y a une forme d'impuissance de la justice internationale qui ne peut intervenir qu'après Ah les non, mais carnages? regardez les leçons de l'histoire. Nuremberg intervient quand? La décision est prise quand? Au moment où la victoire est certaine. Et l'organisation de Nuremberg, elle remonte à août 1945. C'est le moment où on met en place le système de jugement, qui sera d'ailleurs satisfaisant. Utile. Mais c'est après, une fois que les armes se sont tues, tant que les dictateurs sont au pouvoir, il ne faut pas espérer les juger. Au mieux, on peut espérer que les leurs les trahiront et les livreront, comme ça a été le cas pour Milosevic. Mais pour Mais autant, Robert Badinter, est-ce qu'il sera important qu'il soit jugé même après qu'il sera tombé? ce qui est essentiel, et ce n'est pas seulement le cas de Poutine, après on parlera du cas de Poutine, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait les preuves rassemblées. Et c'est pourquoi je reviens à l'hommage
de tout à l'heure, il est très très important que procureurs généraux à la CPI ou en Ukraine, aujourd'hui, assemblent et réunissent les preuves qui serviront à confondre après. Une fois que les armes se seront, à mon avis, tues, pas avant, après, sereinement, ceux qui seront responsables de ces crimes. C'est très important ce qui est fait en ce moment par les procureurs des pays. Il y a Poutine, mais il n'y a pas que Poutine. Non, je continue un instant sur Poutine. Le dictateur croit toujours qu'il demeurera au pouvoir et dans le bris qui le saisit, que la victoire sera de son côté. Ce n'est pas ainsi que l'histoire se passe. Et je rappelle l'exemple type, Milosevic. Moi, j'en ai parlé un jour directement à Milosevic à La Haye, bien avant que la guerre n'éclate dans toute l'ex-Yougoslavie. Et là, je lui ai dit, vous finirez un jour devant les tribunaux pénaux internationaux. Bon, il se croyait immune, il se croyait tout-puissant. On a vu comment ça a fini. Il a été jugé. Ne l'oubliez pas. Il est mort en prison. À La Haye. Et de son procès, on retient surtout la longueur et l'ennui. Comment corriger cela? Ah non, ça c'est autre chose, c'est la technique judiciaire. C'est vrai que les débats menés selon toutes les règles de l'état de droit, selon la procédure anglo-saxonne, qui n'est pas rapide. Le système d'interrogatoire et de contre-interrogatoire n'en finit plus. Et j'en parle, me souvenant très bien du procès Eichmann. Je l'ai vu à Jérusalem jugé. Nous étions là au cœur même du génocide des Juifs par Hitler et les nazis, à Jérusalem. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'ennui qui pesait à cet instant, au moment du procès Eichmann, à cause de la procédure qui pesait dans la salle d'audience. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à de nouvelles procédures pour la justice internationale? Non, je veux dire qu'il faut savoir que la justice est lente parce qu'elle doit être prudente et qu'elle doit laisser toute sa place au droit. Donc elle est complexe. Quand les faits sont complexes, c'est ainsi. Revenons à Poutine et à ses complices. Qui devra les juger? Est-ce que c'est la Cour pénale internationale selon vous? Est-ce que c'est une cour spéciale comme le souhaite le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Qui devra juger Poutine et les siens? La Cour pénale internationale est faite pour juger de tels criminels. Mais je rappelle que la Russie, comme les États-Unis d'ailleurs, n'en est pas membre, pas signataire. N'ont pas ratifié le traité de Rome. Ce n'est pas sans raison, parce que les opérations spéciales, le chef en est toujours, selon la Constitution, le président. Donc, il y a là une sorte de manque de la part de ceux qui ont, au dernier moment, signé le traité. Mais, encore une fois, j'ai cru remarquer que s'agissant de la Cour pénale internationale, dont j'ai été, en mon temps, un des pères fondateurs, avec beaucoup de difficultés de la part de certains États, et notamment des États-Unis, eh bien, s'agissant de la Cour pénale internationale, vous avez un type de procédure qui devrait être repensé. Alors, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, je pense qu'elle se déclarerait compétente, mais
Je rappelle que la Russie ou les États-Unis ne sont pas signataires du traité fondateur de la Cour pénale internationale. Et pourquoi pas donc une cour spéciale pour l'Ukraine? Est-ce que ça serait une bonne idée ou pas vraiment? Je préférerais que la Cour pénale internationale s'en saisisse et puis que le moyen d'incompétence soit soulevé. Vous savez, le droit est un puissant exercice d'imagination. Et je vois très bien comment est-ce que l'on pourrait, pour les crimes contre l'humanité ou les crimes d'agression commis par un État, élargir la compétence de la Cour pénale internationale. Mais, encore une fois, l'idée de créer une Cour pénale internationale pour des crimes commis alors que la Cour pénale existe, ça ne me satisfait pas. Vous savez, cette multiplicité ou cette diversité de juridictions qui seraient créées selon les lieux, selon les régimes, ça n'est pas satisfaisant pour la justice internationale. Donc vous dites, si je préfère compris, la Cour pénale internationale. On a un outil qu'il faut peut-être un peu toiletter, qu'il faut peut-être retravailler, mais on a l'outil qui convient. On a un outil, et bon, mais ce qu'on n'a pas, ce qu'on aura difficilement, c'est Poutine. Ben, on dit Poutine. Ce n'est pas la même chose concernant les complices, concernant les généraux, concernant les oligarques, concernant tous ceux qui contribuent à la commission de ces crimes. C'est pas la même chose. Mais s'agissant de Poutine, voyons, réfléchissez. Un dictateur au pouvoir comme Poutine, qui va aller le chercher dans le Kremlin? On va délivrer un mandat d'arrêt, et alors? Vous comprenez? Bon, ça veut dire en clair qu'aussi longtemps que Poutine est au pouvoir, il ne sera pas jugé. Alors, vous me direz, ensuite... mais est-ce qu'il faut... Attention, ensuite, si Poutine ne connaît pas la victoire, si militairement il est tenu en échec, si, et vous voyez que ça fait beaucoup de si à l'intérieur de l'oligarchie on trouve que on l'imagine aisément s'enfuyant, il n'est pas sans protecteur. Je rappelle que le Conseil de sécurité est inutilisable dans ce cas-là, pour une raison simple, le droit de veto, non seulement des Russes, mais des Chinois. Par conséquent, ce n'est pas du côté des Nations Unies qu'il faut espérer quoi que ce soit. Donc, créer une juridiction pénale internationale pour ce qui advient en ce moment en Ukraine, je ne crois pas que ce soit ce que les Ukrainiens veulent. Ils ont compétence, eux, s'agissant des criminels qui commettent ces crimes en Ukraine. Pas besoin de créer une cour pénale internationale. Les juridictions nationales de l'Ukraine peuvent parfaitement assumer ça. Alors, je reviens à Poutine. Qu'est-ce qui se passerait? Ou Poutine sera tué s'il est défait, parce que à l'intérieur de son équipe, il y aura une permanente tentation de s'en débarrasser, ou bien il s'enfuira, et dans ce cas-là, il ira en Chine, ou il ira en Syrie, ou il ira dans les États de l'ancienne URSS en Asie. Et le monde devra s'y résoudre? Le monde, c'est l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité. Les Ukrainiens sont là à réclamer Poutine. Nous verrons ce qui adviendra. Mais, encore une fois, tant qu'il est au pouvoir, ne comptez pas qu'il soit déféré devant une juridiction pénale internationale. Alors lui, vous le dites, on ne peut pas aller le chercher au Kremlin, et on comprend bien pourquoi. En revanche, est-ce qu'il faut aller chercher les oligarques? Est-ce qu'il faut aller chercher les généraux dès maintenant? Absolument. Je dirais même que c'est très bien que les preuves soient réunies, mais qu'il faut
déclencher les poursuites, y compris pour les officiers qui commandent en ce moment ces opérations militaires, mais aussi criminelles à l'intérieur de l'Ukraine. Robert Badinter, vous Il ne faut pas attendre, il faut montrer une volonté très forte, politique et internationale, de punir ces criminels. Vous le disiez, vous êtes un des pères fondateurs de la Cour pénale internationale. Pourquoi, malgré toutes les réserves qu'on peut entendre ou émettre, il reste fondamental que les bourreaux soient jugés un jour ou l'autre? Pourquoi? Pour l'histoire, pourquoi? Parce qu'il y a un besoin je dirais, de vengeance qui doit être transcendée sous la forme de justice. Parce que ceux qui déclenchent de telles opérations, et Poutine notamment, créent tellement de malheurs, causent tellement de victimes, suscitent tellement de douleurs, que la conscience des humains, ce qu'on appellerait un grand mot, la conscience universelle, ne doit pas le supporter. Simplement, il faut veiller à ce que ceux qui sont ainsi des auteurs de crimes, quelle que soit leur qualité, ce sont des criminels, et bien qu'ils soient jugés, comme ça a été le cas à Nuremberg, selon toutes les règles protectrices de la justice et du droit. C'est capital. Si Nuremberg a survécu, si aujourd'hui encore on peut utiliser les matériaux de Nuremberg pour rappeler les crimes contre l'humanité commis par les nazis, c'est parce qu'il y a eu ces garanties juridiques. Et c'est là où est, pour moi, et je pense d'une façon très commune, l'essentiel. Il faut que ce soit non pas le règlement de compte de celui qui l'a emporté à l'encontre de celui qui a été vaincu, il faut que ce soit la justice avec une majuscule sur le plan international aussi. Les peuples y aspirent, les victimes y aspirent, et l'avenir le commande.